Impact Basket. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour Impact Basket. C'est Mike Laviole pour une édition un petit peu spéciale. Et oui, aujourd'hui, vous n'aurez pas Bizindavi Patrick, monsieur Patrick Bizindavi à la présentation, puisqu'il sera Je l'invité suis du l'invité jour. aujourd'hui. Et oui, on va revenir sur l'impact du basket dans la vie de Patrick Bizindavi et ça va être aussi l'occasion que vous en appreniez plus à propos de l'un des deux animateurs de Franco Raptors. Eh bien, bonjour à toi Patrick. Bonjour Mike. C'est une surprise. Normalement, je suis de l'autre côté du micro. Et c'est ton idée à toi C'était mon idée, de m'inviter. l'incarnation d'Impact Basket qui va passer sous les questions. Ben d'abord Patrick, ma première question, c'était tout simplement un truc très général. Une petite présentation pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bon, à Toronto, il n'y en a pas beaucoup dans la communauté francophone qui ne te connaît pas. Mais est-ce que de manière générale, tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà tout ça. voilà, Patrick Bizindavi, ça va faire 23 ans que je suis à Toronto. Originaire du Burundi, grandi à Bujumbura, la capitale. Et puis, ce que je fais, je suis reporter NBA pour Choc FM. Je fais aussi d'autres productions indépendantes, que ce soit des événements, que ce soit d'idées, de conception d'émissions. Et puis, je suis aussi entrepreneur. J'ai des projets que j'entreprends ici au Canada et en Afrique. Et je suis passionné par le basketball depuis le très jeune âge. Ça m'a guidé jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai une fille de 12 ans, elle s'appelle Skyla. Donc, voilà, un peu de présentation. Parfait, parfait. Bah justement, ça va être le fil de notre entretien aujourd'hui, le basketball qui a guidé ta vie. Eh bien, revenons au tout début. Parle-nous de ton enfance au Burundi. Tu l'as déjà dit, tu vivais à la capitale Bujumbura, mais où est-ce que tu vivais exactement et un peu dis-moi dans quel milieu social tu as grandi. Oui, j'ai habité à deux parties de la ville, grandi un peu au nord de la ville, dans un quartier qui s'appelle Ngagara. C'est là où j'ai grandi. Et après, on a déménagé vers la zone qui s'appelle Rohero, et dans le quartier Mutanga Sud. Donc, j'ai balancé entre les deux quartiers. Donc, j'ai des amis avec qui j'ai grandi ensemble en Ngagara. Et puis, j'ai des amis avec qui j'ai vécu pendant beaucoup d'années à Mutanga Sud. Donc, c'est vraiment les deux quartiers dans lesquels je vivais. Et j'ai commencé à jouer au basket quand j'étais encore en Gagara. Et puis, l'autre partie de ma vie, quand j'étais à Mutanga Sud, c'est là où j'ai vraiment joué dans la ligue en première division. Et c'est là où je suis devenu coach de basketball. Donc, les deux quartiers de la ville ont une partie chère de mon parcours de basket qu'on va parler aujourd'hui pendant l'émission. Donc c'est ça, j'ai des amis qui sont des deux parties de la ville. Et que faisaient un peu tes parents? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Dans Oui, quel milieu tu as grandi? oui, j'ai été élevé par une mère monoparentale. On D'accord. est trois frères. Donc ma mère a beaucoup travaillé au ministère de l'Éducation. Donc pendant des années, quand je suis né, elle était directrice d'une école secondaire. Ça, je ne m'en souviens plus là, parce que j'étais bébé. Mais après, donc, elle a beaucoup travaillé dans le milieu de l'éducation et elle avait initié beaucoup d'organismes communautaires. Je pense que c'est là où j'ai piqué le travail communautaire que je fais ici à Toronto. Donc, elle était vraiment impliquée dans plusieurs organismes pour femmes. Donc, elle était fondatrice, directrice, et puis ça l'a amené à voyager beaucoup. Elle a fait l'Europe, elle a fait beaucoup de pays africains. Donc, quand on grandissait, on avait l'habitude de la voir partir pour des réunions, des conférences à gauche, à droite. Mais au Burundi, on a grandi en communauté. Donc, il y avait les cousins, il y avait les voisins, il y avait... Donc, quand elle partait, on n'était pas seul à la maison parce que il y avait les cousins et tout. Donc, on est trois frères, deux frères qui sont ici à Toronto. Je suis l'aîné. Et puis, le dernier, il a vécu pendant plusieurs années en Afrique du Sud. Mais là, il est rentré au Burundi où il fait des projets avec sa propre compagnie. C'est très intéressant parce que tu vois, le background, souvent, ça révèle qui tu deviens. Et en fait, tu as baigné dans ce monde-là où ta mère était dans le milieu des professeurs. Donc, tu as déjà eu
un côté, une éducation, des bases solides de la part de ta maman? Absolument, absolument. Elle a beaucoup, beaucoup insisté. Une petite anecdote, lorsque j'avais 4 ans, elle est partie faire des études en Belgique et puis elle nous a laissés à la campagne avec nos grands-parents. Et puis avant de partir en Belgique, elle m'a dit, tu vas aller à l'école, mais tu n'es pas inscrit officiellement. Et donc, tu peux aller, parce que j'avais juste 4 ans, donc tu peux aller, mais si un jour tu n'as pas envie de rester à la maison, tu peux rester à la maison. Et un jour, j'ai décidé de rester à la maison et mon grand-père, aïe, 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 il a dit non, 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 tu ne peux pas manquer l'école. Donc là, il m'a engueulé, donc je suis allé à l'école. Donc c'est vraiment une famille où déjà son père était très impliqué dans le milieu éducatif, elle aussi. Donc ça a fait que je me suis beaucoup impliqué à l'école parce que je savais mon background venait d'une famille d'éducateurs. Et quel genre d'élève t'étais? Ah, j'étais plutôt un bon élève, bien studieux et puis bien poli, qui respectait ses professeurs. Je n'ai jamais eu de problème à l'école, que ce soit au niveau scolaire, mais au niveau disciplinaire. L'éducation au Burundi, c'était quand même assez strict. J'ai fait mon secondaire chez les Jésuites, donc c'était vraiment très strict, bien planifié. Donc, j'ai pas eu de problème au secondaire, que ce soit au niveau scolaire, académique, mais même en dehors, j'étais quelqu'un de timide. Et c'est le basket qui a sorti donc la personnalité que j'ai maintenant, mais je n'ai jamais eu de problème à l'école. Super. Bah justement, tu me fais une belle passe décisive puisqu'on parle de basket. Quand est-ce qu'il est arrivé dans ta vie? Oui, au Burundi en général, les jeunes de l'époque jouaient surtout, on l'appelle football, ici ils appellent soccer. Donc j'ai grandi en jouant au soccer avec les amis du quartier, mais c'est au début de l'école secondaire que je me suis intéressé au basketball parce que là, notre école secondaire, c'était une école, pour arriver à l'école, on passait à travers 2 terrains de basket. Mhm. Donc il y avait un terrain de basket, un terrain de foot, et puis on arrivait à l'école. Et durant donc, nos classes de gymnastique, de sport, des fois, on faisait du basket. Alors, on a eu un invité dans Impact Basket, Patrice Zigamasabo. Sa famille était vraiment impliquée dans le basket, donc on était des amis. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont fait découvrir le basket qu'on jouait sur le terrain de l'école. Et puis plus tard, pendant les vacances, dans notre quartier d'Ongagara. Mais eux, c'était le peu de familles qui avaient des VHS où on pouvait regarder des vidéos. Mhm. Donc, on allait chez eux pour regarder les All-Star Games, le match de Chicago Bulls. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ce sera le sport de ma vie, là. Donc, c'est comme ça que j'ai attrapé le virus basket en regardant les cassettes de Michael Jordan et d'autres. Et puis en jouant du basket avec mes amis. Et plus tard, ce groupe d'amis, on a décidé de faire une équipe. Au début, on jouait, on n'avait pas de match, on jouait entre nous. Et on a fusionné avec une équipe qui était déjà existante. Et là, c'est là où j'ai commencé à jouer le basketball organisé. J'avais comme 14-15 ans. Et puis, j'ai jamais arrêté. Bah, c'était ça, tu as un peu anticipé ma question suivante. C'était dans quel cadre tu pratiquais le basket? Est-ce que c'était à l'école, en club, dans la rue? Et il me semble que tu as découvert le basket quand même avant la NBA. Oh oui, oui, j'ai commencé à jouer avant la NBA parce que j'ai découvert la NBA, disons, on jouait déjà un basketball plus ou moins organisé pendant 2 ans. Donc, il y avait tellement d'opportunités dans nos quartiers de jouer. On organisait des tournois interquartiers où les gens du quartier 3 jouaient contre les gens du quartier 6. Et puis, chaque été, on était une centaine de jeunes à jouer au basket ensemble. Et puis, ça continuait à l'école pendant l'année scolaire. Et donc, on était immersés dans le basket. Et c'est plus tard, quand mes amis, on a fusionné avec l'équipe qui était déjà là. Mhm. Là, on a commencé à faire des entraînements bien encadrés. Et on a commencé à jouer en deuxième division de l'association de basketball de Bujumbura, où j'ai joué pendant 3 saisons en deuxième division. Et quand je suis parti à l'université, c'est là où je suis monté en première division dans l'équipe de l'université. Est-ce que quand la NBA est arrivée dans ta vie, est-ce que ça a changé quelque chose de ta vision du basket? Parce que tu avais une vision locale de comment les joueurs jouaient
et d'un coup de voir arriver peut-être des Michael Jordan et tout ça, qui dunk, qui font des... Tu vois tout ce qu'est la NBA. Est-ce que ça a changé ta vision? Est-ce que tu t'es dit, ah ouais, en fait, c'est plus que ce que je Ah fais ben déjà sur oui, place? mais oui, ça a changé ma vision en deux choses. Premièrement, ça m'a appris l'anglais. Bonne Parce chose. que les matchs, tous les commentaires étaient en anglais. Donc, j'ai commencé à comprendre l'anglais grâce aux commentaires du film. Mais là, quand j'ai vu les matchs, en général, on regardait les matchs All-Star. Mais là, il y avait un ami qui recevait chaque fois des cassettes le lendemain des matchs. Je ne sais pas comment il le faisait. Donc, à chaque lendemain de chaque match, on regardait. Et c'est là où j'ai commencé à dire, waouh, ça c'est fascinant. Et après, plus tard, j'ai eu les documentaires, et c'est là où je suis vraiment plongé dans les documentaires sur Michael Jordan. Donc, toutes les cassettes qui sortaient de Michael Jordan, j'avais chez moi. Et c'est là où j'ai compris que le basket, c'est plus qu'un sport, en fait. C'est plus que. Et dans la cassette, justement, dans le documentaire, il disait que c'est grâce à la détermination qu'il a pu faire ce il a fait. Et donc, j'ai vu que grâce au basket, on peut amener des habiletés dans nos vies qui peuvent avoir un impact énorme dans nos vies. Et c'est grâce à la NBA que j'ai vu ça. Et puis, plus tard, quand je me suis immersé, j'ai vu le travail derrière les matchs. Et je ne peux plus retourner en arrière, là. C'est en moi, là. Et tu l'as dit, tu as continué à jouer à l'université. Mais lorsque tu étais à l'université, à quoi tu te destinais professionnellement? Quelles études tu faisais? Qu'est-ce que tu voulais faire? Au départ, quand je suis parti à l'université, on m'a orienté dans la littérature africaine et je ne connectais pas avec mes cours. J'ai demandé à ce que je sois transféré à la littérature anglaise. Donc, j'ai étudié l'anglais à l'université. Et donc, le fait d'avoir regardé tous ces matchs de basket pendant des années, donc j'étais prêt à poursuivre mes études. Mais le Burundi étant un pays francophone, en dehors de la classe, il n'y avait nulle part où on pouvait pratiquer l'anglais. C'était ça le défi. Et donc, j'ai eu l'idée de créer des clubs d'anglais. Oh, Donc, j'ai créé un club d'anglais dans notre quartier avec mes voisins et tout. Donc, j'animais ce club d'anglais. Et puis, un ami a créé un club d'anglais à notre ancienne école secondaire. Donc, j'animais deux clubs d'anglais en même temps pour justement me permettre de pratiquer l'anglais. Et je ne savais pas que ce club d'anglais créé à l'école secondaire allait ouvrir une porte pour moi d'être enseignant. Donc, je suis devenu enseignant d'anglais à mon ancienne école secondaire où j'avais commencé le club d'anglais. Et plus tard, quand je suis devenu coach, j'étais enseignant d'anglais, animateur du club d'anglais et coach de basketball pour les garçons et les filles. et revenons au basket justement. Tu as dit que tu es arrivé en D1. Quel niveau tu avais et quelles aspirations tu avais? Est-ce que tu imaginais jouer pro ou tu étais conscient que tu n'avais pas le niveau? Comment tu te jugeais déjà à l'époque par rapport à ta pratique du basket? Oh, moi, je jouais juste pour le fun. Je n'avais D'accord. pas vraiment d'ambition. Et Ok. puis, il faut dire aussi que je n'étais pas un des meilleurs. Je sortais toujours du banc. Ah. J'étais du genre Chris Boucher. Donc, je sortais du banc. Je n'étais pas vraiment les meilleurs. Mais de la deuxième division à la première, c'était une grosse transition où je jouais avec des gens plus âgés que moi, ils avaient beaucoup plus d'habileté que moi. Donc la première année en première division, j'ai joué comme deux ou trois matchs. Donc tout le temps, j'étais sur le banc. C'est comme les rookies de la NBA. C'est rare qu'ils aient des minutes de jeu. Mais j'avais pas vraiment d'ambition de porter le basket plus loin. Je le faisais parce que j'aimais le faire. Mais quand on était en deuxième division, un des frères de Patrice, justement, Alain, qui était vraiment mon meilleur ami, lui, il parlait de la NBA. Déjà, on avait 15-16 ans, il a dit oui. Et c'était drôle, le jour où il a parlé de la NBA, on était dans le quartier, puis il y a un chien qui est venu, et puis lui, il est parti en courant. J'ai dit, pourquoi tu as peur du chien? Il a dit, oui, si le chien me mord sur les mollets, je ne vais plus jouer à la Oh, NBA. wow. Donc c'est là où j'ai dit, oh, lui, il voit loin, là, il voit NBA. Moi, je ne voyais pas NBA. Et puis plus tard, il est parti aux États-Unis, il a joué à l'université. Donc on ne pensait jamais NBA, on pensait juste jouer parce qu'on aimait le jeu. Mais je ne savais pas que cet amour du basket allait m'amener plus tard à la NBA, mais pas comme joueur, mais comme reporter. Et tu en parles souvent que le basket, ça dépasse le simple sport, ça apprend des choses dans la vie. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, ça t'a appris? Comment ça guidait ta vie? La première chose
qui a eu un bon impact sur ma vie, c'était les cassettes, les documentaires sur Michael Jordan où il tirait à la dernière seconde. Il y avait un match contre Cleveland, c'était 0,05. Il a marqué et là, je me suis dit, waouh, s'il peut faire ça dans le basket, on peut faire ça dans nos vies de tous les jours. Donc pour moi, dans ma vie, rien n'est fini tant que rien n'est fini. Tant que l'arbitre a sifflé, j'ai toujours espoir. Donc ça, j'ai pu transmettre dans ma vie de tous les jours. Je me rappelle, on a eu un visa pour aller faire des formations de sport en France. Et mon ami avec qui on devait partir, lui a dit, bon, on doit partir dans 2 jours, on a le visa, mais on n'a pas le billet. Moi, je ne vais pas y aller. J'ai dit, c'est pas possible. On a 2 jours. J'ai vu Michael Jordan marquer en moins de 2 secondes. Et là, 2 jours, pour moi, 2 jours, c'était une éternité. Parce que je savais qu'en basketball, 20 secondes, c'est énorme. Imaginez 2 jours. Donc, j'ai pu transmettre cette habileté-là. Et je suis parti en France, lui, il est resté. Parce qu'en 2 jours, j'ai pu avoir mon billet. Et je suis parti en France pour 1 semaine. Et lui, il est resté parce qu'il n'a pas cru. Je me dis qu'il n'a pas regardé Michael Jordan. Donc, il n'a pas cru qu'on pouvait le faire. Et cet aspect-là, d'avoir la foi que ça va aller, même si nos yeux nous montrent autre chose, ça me guide toujours. Même aujourd'hui, ça me guide toujours. Lorsque je suis dans une situation où je n'ai pas de réponse, je me dis que tant que l'arbitre n'a pas fini, que c'est la fin, j'ai toujours espoir. Super, super. Et du coup, après, tu t'es dirigé vers le coaching. Quand est-ce que c'est arrivé? Et est-ce que tu as toujours eu l'impression que tu étais bon dans la transmission et que c'était un truc fait pour toi? Ou c'est arrivé d'une manière ou d'une autre que tu vas nous expliquer? Oui, c'est vraiment par accident que je suis devenu coach. Mais le fait d'avoir joué le plus de temps sur le banc, donc j'ai eu le temps d'observer. J'ai eu le temps d'observer, j'avais une bonne analyse du jeu. Et puis à l'université, on a eu un bon coach, il était excellent, il était vraiment excellent, il s'appelait William. Il était excellent, surtout sur les fondamentaux. Les fondamentaux du basketball, il était vraiment excellent. Donc, j'ai beaucoup appris de lui. Lui, il était coach-joueur. Il jouait en même temps qu'il nous coachait, mais il était vraiment excellent au niveau des fondamentaux. Mais comment je suis devenu coach? En fait, le Burundi traversait une période difficile pendant la guerre et pendant longtemps, les élèves n'allaient pas à l'école. Et puis, ils n'avaient rien à faire. Et certains jeunes allaient dans la drogue, dans l'alcool. Et puis un ami a décidé de créer une équipe de jeunes filles parce que sa nièce était dans l'équipe pour les encadrer, occuper leur temps afin qu'elles ne puissent pas aller dans n'importe quoi. Donc il a commencé à les encadrer. Et puis un ami à moi, justement le cousin de Patrice, est allé l'aider. Et puis il m'a dit, il s'appelait Fidèle. Et Fidèle m'a dit, oh, j'ai commencé à entraîner des filles. Et là, je me suis mis à rigoler. Je dis, c'est pas possible. Toi, tu peux pas entraîner les filles. Donc, je dis, OK, la semaine prochaine, je vais venir te voir. Moi, je suis allé voir l'entraînement des filles pour me moquer de Fidèle. C'était ça. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu ça. J'ai dit, oh, waouh. Ah, ça, c'est bien ça. J'aimerais pouvoir aider. Et puis, il a dit, oui, oui, viens. On faisait 2 fois la semaine. Et comme ça, j'ai commencé à aider, à encadrer ces jeunes filles au terrain de basket du quartier. Et c'était 7 filles, seulement 7 filles. Et puis, au bout de quelques mois, on dit, oh, on peut jouer des matchs. Donc, on a commencé à jouer des matchs entre les quartiers et tout. Et après, il y avait d'autres formations de jeunes filles qui sont faites. Et puis, on dit, ah, on peut organiser tout un championnat. Donc, on a organisé le championnat entre nous. Et puis l'association de basket de Bujumbura, ils ont vu que nous étions organisés. Et puis ils ont dit, OK, on va vous amener dans notre association pour faire une saison d'équipe de jeunes filles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être entraîneur de jeunes filles, comme ça. Et pour juste transmettre la connaissance que j'ai eue en jouant. Mais 7 ans plus tard, on a été champion. On a gagné 15 trophées au Burundi, au Rwanda, au Congo. Et j'ai même visité le palais du président parce que dans mon équipe, j'ai entraîné 2 filles du président du Burundi. Ça a ouvert tellement de portes. Et chaque fois que je jouais en première division, et puis là, je coachais en même temps. Donc, je faisais les deux. Et quand j'ai quitté l'université, j'ai continué à être coach. Et quand j'ai quitté le Canada, le Burundi, on a commencé avec 7 joueurs.
Mais quand j'ai quitté pour venir ici au Canada, on avait 92 joueuses. Oh, wow. 92 avec des équipes, des pépinières. On jouait en deuxième division, première division. Et là, l'association de basket du Burundi a vu ce que je faisais sur le terrain. Ils m'ont mis en charge comme directeur technique de la formation des jeunes. Donc, chaque année, je formais plus de 1000 jeunes par été, tout le quartier de Bujumbura. Donc, il y a eu des équipes qui se sont formées. Et la fédération m'a appelé pour aller à leur comité exécutif comme journaliste. Et j'ai parcouru l'Afrique avec l'équipe nationale. Donc, donc, le basket a ouvert des portes. Et puis, tout ça, ce n'était pas planifié. C'est parce que j'aimais ce que je faisais. Et puis, ça a ouvert des portes. Et puis, ça a changé ma vie. Mais ça, c'est fou parce que je voudrais savoir, tu sais, il y a toujours l'histoire de est-ce que c'est l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf. Est-ce que tu avais déjà ces capacités d'organiser, d'aller chercher des subventions, des choses comme ça avant, ou c'est le basket qui t'a poussé à te développer comme ça? C'est le basket qui m'a poussé vraiment. Parce que la première fois où notre équipe a eu une invitation pour aller jouer au Rwanda, il y avait un grand tournoi au mois de décembre pour aller jouer au Rwanda, mais on n'avait pas de moyens. On n'avait pas de... Donc, j'ai écrit une lettre. J'ai imprimé une centaine de lettres. J'ai donné aux joueuses. Et puis, on est parti à la rue pour donner des lettres. Pour donner des lettres aux gens. OK, on part au Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et c'est comme ça, pendant 2 semaines, on donnait des lettres à tout le monde au quartier. Et un jour, un dimanche, on passait devant un bar où les gens buvaient. Et puis, on est entré dans le bar pour donner les lettres. Et puis, un monsieur qui était ambassadeur, il a pris la lettre, il a regardé, il a dit, ça c'est vraiment intéressant. Donne-moi 10 autres. Donc, il a pris 10 autres lettres. Mais il faisait partie d'un club de tennis avec des gens avec les moyens. Wow. Et puis là, il est parti au club de tennis pour donner les lettres. Et c'est comme ça qu'on a fait le premier voyage. On a amené tout le monde, les parents, les joueuses, les membres. Donc, on avait 3 bus qu'on a remplis pour aller au Rwanda. Et on a gagné le tournoi. On a gagné le tournoi au Rwanda. Quand on est revenu au Burundi, on était comme des héros avec la coupe. Et c'est parti comme ça. Et puis... chaque année, on participait. On a participé à des tournois africains. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire des levées de fonds, à écrire des lettres pour demander de l'argent. Et puis, plusieurs années plus tard, ça continue même Exactement, ici. c'est des capacités que tu as emportées avec toi et qui t'ont servi après dans le domaine professionnel ici au Canada. Mais ça, on en reparlera dans le deuxième épisode. Je voulais t'interroger également sur... donc, tu étais prof d'anglais et aussi tu as travaillé en tant que journaliste. Ouais. Comment ça s'est arrivé? Ah, ça, c'est une des belles histoires de ma vie, là. Donc, j'étais... oui. Donc, j'étais professeur d'anglais puis entraîneur de basket. Et un jour, on jouait justement les playoffs. Et un reporter ami est venu au match pour regarder. Puis, il a regardé les matchs et il a dit, est-ce que ça te dirait si tu t'invites à l'émission de sport de dimanche pour venir parler de ce que tu fais, du championnat? J'ai dit, OK. Donc, mais il ne savait pas que la radio, c'était ma passion. Depuis que j'étais enfant, je voulais vraiment travailler à la radio. Et donc, le dimanche, il m'invite. Et donc, on parle basket. Et puis, il dit, ah, ça te dirait d'animer l'émission avec moi? Je dis, oh, of course, bien sûr. Donc, il m'a donné quelques notes. On a commencé à animer l'émission. Et puis, à la fin, il dit, ah, si ça te tente, viens dimanche. On va animer l'émission ensemble. OK. Donc, le dimanche suivant, je suis revenu. On a fait l'émission ensemble. Et là, je lui ai dit, est-ce que je peux revenir dimanche? Il a dit, oui, reviens encore dimanche. Le 3e dimanche, je suis parti au studio et lui, il avait démissionné. Il avait démissionné de son poste. Et là, j'ai demandé aux gens qui étaient là, est-ce que je peux animer l'émission? Il a dit, ben oui, vas-y. Donc j'ai animé l'émission pendant 6 mois. Oh, wow. Pendant 6 mois, j'ai animé l'émission bénévolement comme ça. Et puis avec un ami qui s'appelait Charles, on a ajouté une 2e émission les mercredis. Et puis le lundi, c'était dimanche, lundi, mercredi. Et puis l'émission de mercredi est devenue l'émission la plus écoutée au pays. Et au bout de 6 mois, le directeur de la radio est venu. Et il m'a dit, est-ce que ça te dirait de signer un contrat avec nous? J'ai dit, OK. Donc j'ai signé le contrat. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Donc je faisais des émissions de sport, des émissions culturelles. Je partais à l'étranger pour faire des reportages à l'équipe nationale de basket. Et voilà, je suis à Choc FM plusieurs années plus tard. Mais c'est le basket qui m'a amené à la radio, en fait. Ouais, et du coup, à ce moment-là, tu as arrêté d'être prof d'anglais ou tu faisais... Oui, je suis allé donc quand j'ai eu mon contrat à la radio, je suis allé à l'école pour
avec l'intention de dire au revoir. Et puis quand je suis arrivé, le préfet m'a dit non, 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 il faut que tu restes. Il faut vraiment que tu restes. On a besoin de toi ici parce que tu t'es beaucoup impliqué dans l'éducation des enfants. Va à la radio, ils vont te donner ton horaire de travail. Viens, je vais adapter ton horaire et puis tu vas continuer. Donc, à 4 heures du matin, j'étais à la radio jusqu'à 8 heures. Et puis à 9 heures, j'allais donc à l'école jusqu'à 13 heures. 14 heures, j'étais au terrain de basket Ah oui, jusqu'à 18 heures. Et puis 19 heures, je retournais à la radio. Donc c'était ça pendant des semaines. Et puis le week-end, on jouait les matchs. Et c'est devenu une routine. Et donc école, terrain, radio, école, terrain, radio. Et pendant plusieurs années. Et un jour, ma mère m'a dit, il faudra que tu penses à ta vie. J'ai dit, ça c'est ma vie. Ça c'est ma vie. Donc j'ai continué comme ça. J'étais très très occupé, mais j'aimais ce que je faisais. c'est ça, pas trop de fatigue à l'époque, tu étais quand même jeune. Donc, Oh, j'étais jeune et puis j'avais pas, j'étais très discipliné. J'ai jamais, d'accord. donc, je buvais pas d'alcool, je buvais pas d'excès. Donc quand j'étais pas sur le terrain, quand j'étais pas à l'école, j'allais dormir pour me reposer. Je n'ai jamais eu de problème de santé ou autre. Donc j'étais quand même discipliné. J'étais quand même discipliné. Très bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu depuis toujours, ça aussi, ce côté organisation, être bien organisé? Ou est-ce que ça aussi, c'est le basket qui C'est le basket, c'est le basket qui, c'est le basket qui m'a forcé à bien à Ouais, m'organiser. Et depuis lors, je ne fais jamais une seule chose. Même ici, j'ai tellement de projets, c'est incroyable. Donc, je mets tout dans mon calendrier. Comme ça, le calendrier va me discipliner. Donc, si j'ai mis dans mon calendrier, il faut que je le fasse. Donc, depuis lors, je n'ai jamais fait une seule chose. Je suis toujours impliqué dans plusieurs choses à la fois. Et donc, ce qui fait que j'ai pas vraiment de vie sociale. Ma vie sociale, c'est le basket. Je vais à Scotiabank Arena, je suis avec toi. Euh, L'été, on organise des tournois entre les communautés. Ça, c'est ma vie sociale. mais tes activités professionnelles sont très sociales en soi, C'est ça. puisque tu es dans le communautaire, tu es dans les relations avec les communautés. Donc, tu ne fais pas un travail où tu es tout seul dans ton coin et en fait, tu rencontres en permanence des gens. Je suis en permanence avec les gens depuis des décennies. C'est ça que je fais. Si je parle dans le sport, je suis dans le communautaire, je suis dans l'événementiel. Donc ça fait que j'ai quand même une bonne structure sociale. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances que j'ai rencontrés dans le cadre de tout ce que je fais, incluant le basket. Et puis ça m'a permis d'ouvrir les horizons. Là, peut-être on va en parler au prochain épisode, mais le basket, c'est vraiment, ça a changé ma vie complètement. Ouais. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière sur comment c'était le basket au Burundi à l'époque, quand tu le couvrais par exemple en tant que journaliste, comment c'était organisé et est-ce que tu as un peu des souvenirs qui te reviennent, des beaux moments à nous raconter, peut-être des moments un petit peu plus difficiles aussi, mais comme on sait que tu as une grande mémoire du basket burundais, Oui. qu'est-ce qui te revient en tête? Comment c'était en fait? C'était bien organisé parce que le basket, en général, ça commençait à l'école. D'accord. Il y avait des équipes scolaires, garçons et filles, et il y avait une ligue scolaire. Ah, ok. Donc, cette ligue-là a formé beaucoup, beaucoup de basketball, de joueurs de basket. Moi aussi, je jouais pour mon école, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, les joueurs de la ligue scolaire formaient des équipes après. D'accord, Donc, ok. donc les équipes étaient formées par beaucoup d'élèves et ça, c'était vraiment le basketball de masse qui était très, très développé à l'époque. Et donc, des équipes se sont formées comme ça. Et puis, il y avait l'association de basketball de Bujumbura qui avait de bons joueurs, mais ils ne pouvaient pas rivaliser avec le football. Le football, c'était vraiment le sport roi. Mais en 1999, il y a eu un ancien ministre qui s'appelle Eugène, qui est devenu un grand ami à moi et un mentor. Il a été élu pour diriger l'association de basket. Là, il a complètement changé le basket burundais parce qu'il a misé sur la formation des jeunes, il a misé sur la compétition et il a amené l'aspect playoffs. Et Hmm. là, ça a fait boum! Le basket est parti sur des sommets qui donc jamais arrivé. À cette époque, j'étais le trésorier de l'association et je voyais des millions entrer dans les comptes de l'association à cause des matchs qui étaient remplis Oh, wow. de gens. Et depuis lors, ça a été une grande lancée de basket. Mais le grand problème, c'est les infrastructures. Ça, il y a vraiment un problème.
les terrains sur lesquels j'ai commencé comme adolescent, c'est là même que les gens jouent toujours. Plusieurs années, je ne dis pas le nombre d'années, mais c'est beaucoup d'années plus tard. C'est les mêmes terrains et ça, c'est un problème parce que sans les infrastructures, on peut jouer autant qu'on peut, mais donc c'est vraiment difficile. Et je garde de bonnes mémoires du championnat scolaire parce qu'on allait à l'intérieur du pays pour jouer contre des écoles qui sont éloignées. Et l'ambiance, on parlait dans des camionnettes et ça chantait. C'est vraiment, je garde de bonnes mémoires de cette époque-là. Mais ça, au moment présent, je ne pense pas que ça existe, les ligues scolaires. Oh, ça a disparu. Ça a disparu et c'est vraiment un problème parce que ça a été la base de la formation pour le sport. Donc, c'est pour cela que je suis vraiment impliqué à l'encadrement des jeunes pour les donner justement l'opportunité de jouer, de se développer parce que les ligues scolaires, c'est revenu depuis quelques années, mais ce n'est pas vraiment tout le pays comme on le faisait quand on était jeune. Super, il va falloir tirer 2-3 mots à Giants of Africa pour aller construire un ou deux terrains à Bujumbura, ça serait... Oui, c'est ça. J'ai eu le temps de rencontrer Massa et puis on devait faire des projets de construction de terrain, mais c'était avant la COVID. Quand la COVID est venue, là, tout est... On en reparlera dans la deuxième partie qui va être très, très fournie. Maintenant, on va parler de quelque chose de plus malheureux, mais il faut en parler parce que c'est la raison pour laquelle tu es venu au Canada. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quand la guerre est arrivée et avant même que tu doives partir, comment tu gérais un petit peu le fait de toujours jouer au basket et qu'il y ait ce contexte difficile? Oui, c'était vraiment un contexte très difficile. Quand la guerre a éclaté, j'étais au campus parce que l'été, quand je jouais pour l'équipe universitaire, toutes les équipes universitaires allaient faire un camp d'été ensemble. Donc les équipes de volleyball, de basketball, de football. Donc on était donc au campus. Sur les montagnes, il y a un campus qui s'appelle Kiri. Toutes les équipes étaient là. Et donc, quand la guerre a éclaté, on était au campus. On a entendu des coups de feu et on ne savait pas. J'avais même mon colocataire au campus. Je l'ai réveillé. Je dis, je pense qu'on est en train de. C'était coups de feu. Il a dit, non, c'est juste de la pluie. Parce qu'on n'avait pas. Oui. C'est ça, c'était la première fois qu'on entendait des coups de feu. Donc, quand la guerre a éclaté, on était au campus. On était déjà. C'était pour 2 mois, mais on est resté pendant 6 mois, enfermé au campus, parce qu'on ne pouvait pas aller, on ne pouvait aller nulle part. Et après, donc, on est retourné dans la vie normale, mais la guerre, c'était terrible, parce qu'on allait jouer au basket, et puis des coups de feu, on courait pour se cacher, et puis on n'avait plus le droit de s'entraîner la nuit, parce que la nuit, c'était dangereux. Donc, ça a changé notre façon de faire. Et j'ai vécu dans ça pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'ai l'occasion de venir au Canada. Et la veille justement de mon départ au Canada, j'ai appelé mon superviseur à la radio pour lui dire je vais au Canada pour un stage. Donc moi je pensais que c'était 2 semaines et puis je vais revenir. Donc je lui disais au revoir, je pars demain. Et là, après notre conversation, j'ai entendu des coups de feu. Et les coups de feu à cette époque, c'était normal. C'était normal. C'était devenu le quotidien. Oui, c'était devenu le quotidien. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ces coups de feu que j'ai entendus, c'était mon superviseur qui était visé. Ouais. Donc lui et son fils sont morts sur le champ. Et c'est plus tard, aux nouvelles de 20 heures, que j'ai appris que c'était lui. Alors que je venais de lui parler. Tu venais de le quitter du téléphone. Du téléphone, même pas 5 minutes, il était mort. Et là, je me suis dit, si j'ai une opportunité d'aller au Canada, je ne veux pas revenir. Parce que c'était devenu intenable, on a perdu des membres de famille, on a perdu des amis, ça tirait de partout. Donc je me suis dit, ok, si j'ai une occasion de partir, comme là je ne vais pas revenir. Et donc c'est plusieurs années plus tard que je suis revenu, mais là c'était pour un projet de basket dont on pourra parler donc l'épisode prochain. Et juste pour un peu éduquer peut-être nos auditeurs qui ne sauraient pas qu'était cette guerre, est-ce que tu peux un peu expliquer d'où c'est venu, quels étaient un peu les tenants et les aboutissants de ce conflit? Donc en 1993, le Burundi a connu les premières élections libres. Là, il y a un président qui a été élu pour la première fois où on a eu des élections. Et ce président-là était au pouvoir pendant juste... il a pris le pouvoir au mois de juin et au mois d'octobre, il y a eu un coup d'État.
Et durant ce coup d'État, lui, le président, et beaucoup de ses ministres ont été tués durant le coup d'État. Et ça a fait qu'il y a eu une guerre civile. Des gens à travers le pays ont commencé à s'entretuer de partout. Partout au pays, c'est venu vraiment d'une façon instantanée. Et cette guerre-là, c'était de 93 jusqu'à 2005. Wow. C'est beaucoup d'années, donc on a vécu des moments difficiles où des gens étaient tués, on a perdu des membres de famille, et puis ça a commencé à l'intérieur du pays, mais à partir de 94, là c'était la capitale, il y avait des quartiers où on ne pouvait pas visiter parce qu'il y avait des coups de feu, il y avait des gens qui étaient tués au quotidien. Donc c'est à partir de ce coup d'État-là que les tueries ont eu lieu. Et plus tard, en 94, avec le Rwanda, avec le génocide qui s'est passé au Rwanda, la même chose se passait au Burundi. Il y avait une guerre dans la région. C'était vraiment une période difficile. C'est pour cela que quand je suis venu ici au Canada, ça m'a pris des années avant que je ne puisse revenir au Burundi à cause de ça. Mais je touche du bois. Ma mère est toujours là. Mon frère est là. Donc, non, c'était vraiment une période très difficile. Donc au départ, c'était vraiment politique, des opposants, plus les gens qui défendaient le président. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais Ouais. ensuite, est-ce que ça a viré à, comme au Rwanda, des guerres ethniques? Oui, c'est ça. Ça a viré à des guerres ethniques. Et puis, à l'époque, à Bujumbura, le quartier s'est vraiment divisé. Ok. Il y avait des quartiers où moi, je ne pouvais pas visiter et vice-versa. Mhm. Et c'est justement là où j'ai vu donc le pouvoir du sport. Quand j'ai commencé à organiser les camps pour les enfants pendant l'été, il y a des quartiers que ça faisait longtemps que j'avais visité à cause de la guerre, mais parce que j'avais le chapeau de coach, là, je pouvais entrer. Donc, Mhm. avant, j'avais peur. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je ne suis pas en danger? Mais quand je suis entré dans ces quartiers-là, les enfants me voyaient, ils disaient, hey, coach, coach. Donc, c'est là où j'ai pu vraiment voir le pouvoir du sport comme moyen de réunir les gens. Mhm. Parce qu'autour du ballon, les gens n'allaient pas s'entretuer. Donc, on a utilisé le sport comme agent d'unité dans les quartiers. Et c'était un phénomène extraordinaire. Donc, on jouait toute la semaine et les week-ends, on les amenait regarder les cassettes de Michael Jordan, justement. Donc, on a inspiré ces jeunes-là grâce à la NBA. C'était vraiment extraordinaire ces moments-là. Super. Et pour conclure, on va parler de cette transition quand tu as réussi à partir au Canada. Tu l'as dit, c'était du coup, c'était pour un stage, c'était pas en tant que réfugié. C'était un projet que j'avais initié Ok. au Burundi où j'ai amené des journalistes canadiens au Burundi D'accord. pour former des journalistes locaux comment travailler professionnellement. Parce que quand j'étais journaliste, il n'y avait pas d'école de journalisme. Exactement. On apprenait sur le tas. Donc avec un ami qui était déjà au Canada, j'ai fait venir des Canadiens Super. pour former les journalistes locaux. Et 6 mois plus tard, c'est ces journalistes-là qui m'ont amené au Canada dans un cas d'échange entre médias. Donc, je D'accord. devais faire un stage à Montréal, j'ai fait des reportages et tout. C'était dans ce cadre-là. Mais D'accord. avant justement de partir, c'est là où il y a eu l'incident avec mon Mhm. superviseur. Et là, Et là, j'ai décidé de rester. Et puis, j'ai fait une semaine à Montréal, une semaine et demie. Et puis, j'ai décidé de venir à Toronto pour deux raisons. La première, c'est que il y avait les Raptors. Et la deuxième, je parlais anglais. Donc, je me suis dit c'est vrai, tu parlais en anglais. tant que bilingue, j'avais beaucoup plus d'opportunités à Toronto. Et 23 ans plus tard, je suis ici. Super, on va en reparler dans le prochain épisode. Pour terminer, juste dis-nous un peu comment tu as vécu du coup la fin de la guerre depuis le Canada. Comme tu l'as dit, tu avais de la famille encore là-bas. Est-ce que c'était de l'inquiétude en permanence? Est-ce que tu arrivais à être en contact avec eux? Est-ce que tu n'as pas été en contact pendant longtemps et finalement quand vous avez rétabli la connexion, bah, le bonheur de savoir qu'ils sont en vie et tout. Comment t'étais un petit peu? Parce que tu as Ouais. aussi ta vie ici, où on en parlera la prochaine fois. Au début, c'était pas évident. Ah, c'était pas évident Donc, du tout. en plus de tes soucis au Canada, la guerre là-bas, comment tu as géré ça? C'était difficile parce qu'à l'époque, les moyens de communication Exactement. étaient limités. On n'avait C'était pas pas WhatsApp. WhatsApp. Il n'y avait pas WhatsApp, donc c'était par email ou bien j'achetais des cartes d'appel où tu pouvais parler pendant 10 minutes Ouais, maximum. y a plus de Donc crédit. c'est comme ça que j'ai pu garder contact avec ma famille. Mais quand je suis parti en 2002, il y avait déjà les négociations politiques qui avaient commencé. D'accord. Donc ça a duré longtemps, mais quand ils ont signé les accords en 2005, c'est là où, OK, la guerre, donc il n'y avait plus de guerre, c'est là où il y a
a eu un semblant de paix qui a continué, qui a fait que les gens pouvaient respirer. Donc en 2000. Et après ça, c'est là où j'ai eu le courage de retourner au Burundi après que les politiciens aient signé l'accord de paix et tout. Mais c'était difficile de pouvoir rappeler et puis je suivais les nouvelles sur Internet, ce qui se passait. C'est vraiment inquiétant, surtout quand on n'est pas là Ah oui, c'est ça. pour le vivre. C'était pas évident. Et j'avais mes soucis ici, et puis ça, c'est une autre émission à part. Exactement, on va conclure cette première partie d'Impact Basket avec Patrick Bizindavi. Et il nous reste encore énormément de choses à aborder. On a fait 40 minutes. Je pensais que ça prendrait plus, honnêtement, mais c'est une belle émission. On va pas aller plus loin. On se garde la suite pour la prochaine fois. Merci, Patrick. Merci d'avoir eu l'idée d'avoir Impact Basket avec moi comme invité. Ça a ramené beaucoup de mémoire et bien sûr, j'ai dû résumer certaines choses parce que c'est tout un livre. Ouais, c'est exactement ça. Le livre de Patrick Bizindavi à retrouver bientôt dans toutes vos. On fait la pub en amont, mais ça devrait arriver un jour. En tout cas, merci à tous et à toutes et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 d'Impact Basket avec Patrick Bizindavi. Impact Basket.